sous le choc, l'opposition reste dubitative. Affaire mandat d'amener en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro dénonce un outrage de la juge française. En Éthiopie, on note les funérailles d'une victime tuée lors des manifestations d'Oromia. Dinka Shala a été tué par les forces de l'ordre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition sur Sika. Au Niger, Niamey est toujours sous le choc du coup d'État manqué. La nouvelle alimente la polémique. L'opposition n'y voit que du vent et exige des preuves. Le gouvernement vient de déjouer une tentative malheureuse de déstabilisation. L'objectif de ces individus, animés par je ne sais quelle motivation, était de renverser le pouvoir démocratiquement élu en utilisant les moyens mis à leur disposition par le peuple pour assurer sa sécurité. La nouvelle, elle est sur toutes les lèvres et alimente bien des conversations. Les principaux auteurs de cette folle aventure, assure le président nigérien, ont pu tous être identifiés et arrêtés à l'exception d'un seul en fuite. Si le chef d'État nigérien s'est gardé de citer de nom de sources concordantes, l'ancien chef d'état-major, le général Salou Suleiman, et le commandant de la base aérienne de Niamey, le colonel Dan Awa, feraient partie des personnes arrêtées. Sous le verrou, rien que de hauts gradés de l'armée nigérienne qui projetteraient d'utiliser des moyens aériens pour renverser le gouvernement. Le complot contre la sûreté de l'État vite étouffé dans l'œuf, la vie suit son cours normal, mais pas bien loin de la polémique. Survenue à 2 mois des élections présidentielles et dans un contexte de tension politique, l'annonce du coup d'État laisse de marbre l'opposition. Sceptique, elle dit attendre des preuves pour y croire. En effet, c'est la 2e fois en 5 ans que le président Issoufou dit déjouer un coup d'État. En 2011, au début de son mandat, un groupe de militaires avait été arrêté pour tentative de coup d'État. Pour insuffisance de preuves, la justice a tout fait de les libérer peu de temps après. Mahamadou Issoufou, élu en 2011, soit juste une année après un coup d'État, est candidat à sa propre succession pour un scrutin prévu pour le 21 février. Vous êtes cette fois-ci appelés pour vous battre. Et le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a dénoncé ce vendredi l'outrage fait à la Côte d'Ivoire par la juge française. Cette dernière a récemment délivré un mandat d'amener contre la personnalité dans le cadre d'une plainte instruite en France. Début décembre, alors qu'il était de passage à Paris pour la COP21, l'ex-premier ministre ivoirien a été visé par un mandat d'amener de la juge d'instruction parisienne Sabine Kéris. C'était dans le cadre de la plainte déposée en 2012 par Michel Gbagbo, fils de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Une plainte pour enlèvement, séquestration et traitement dégradant et inhumain. C'est vous qui aurez le dernier mot s'il s'agit de me présenter à la justice de mon pays. Et ce jour-là, il sera comme il lui plaira à la juge française de venir en Côte d'Ivoire pour assister un juge ivoirien, seul qualifié pour m'entendre. Si j'avais cédé et permis que la juge française perfore mon immunité, j'aurais créé là une jurisprudence, livrant du coup tous les officiels ivoiriens et africains éventuellement au même sort. Je suis fier d'avoir résisté pour mon pays et pour l'Afrique. Guillaume Soro s'exprimait devant les députés en clôture de la 2e session parlementaire 2015. Il a aussi critiqué la justice française qui le poursuit, mais qui a classé sans suite en 2007 une plainte contre l'ex-secrétaire américain à la Défense, Donald Rumsfeld. Reprenant la fable de La Fontaine, il cite « Selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de la Cour vous rendront blanc ou noir ».
Les Rwandais se sont rendus aux urnes ce vendredi dans le cadre d'un référendum qui devrait, sans surprise, permettre de ratifier la révision de la Constitution. Le changement majeur est d'autoriser le président Paul Kagame à briguer un nouveau mandat et à potentiellement diriger le pays jusqu'en 2034. Ils étaient quelques 6 400 000 de Rwandais appelés à se prononcer sur cette réforme constitutionnelle. De longues files d'électeurs se sont positionnés devant les bureaux de vote dès l'ouverture à 5h GMT. Les Rwandais étaient appelés à répondre par oui ou non à la Constitution de la République du Rwanda, telle que révisée récemment par le Parlement rwandais. Divers articles ont été modifiés en novembre dernier, mais les deux changements cruciaux concernent les nouveaux articles 101 et 172 qui autorisent potentiellement Paul Kagame à se maintenir au pouvoir pendant 17 ans supplémentaires. Le chef de l'État a accompli son vote dans la capitale Kigali. Ce qui se passe est le choix du peuple. Il faut demander aux gens ce qu'ils veulent. Vous représenterez-vous pour un nouveau mandat? On verra ça le moment venu. La Constitution révisée a été publiée jeudi sur le site du Parlement et des campagnes d'explication ont été organisées depuis une semaine. Mais de nombreux Rwandais admettent ne pas connaître le détail du nouveau texte. Ils veulent juste répondre à la seule question qui compte, oui ou non au maintien au pouvoir de Paul Kagame. Je vais voter oui pour que le président se représente. Nous voulons encore être dirigés par lui. Il a lancé la mutuelle de santé, le programme Une vache par famille et beaucoup d'autres choses. Nous les Rwandais, nous avons vu le changement. Nous voulons que cela continue dans ce sens. Le dépouillement a commencé dans plusieurs bureaux de vote à Kigali dans la soirée de vendredi. Sans aucun doute, le oui devrait l'emporter largement. En RDC, la session de septembre essentiellement budgétaire dans les deux chambres du Parlement s'est clôturée mardi dernier. Le président de la Chambre haute, Léon Kango-Wadondo, a déclaré que les sénateurs ont doté le gouvernement du budget 2016. De son côté, le président de la Chambre basse, Aubin Minakou, a affirmé que les deux lois prioritaires de cette session ont été bel et bien adoptées. Yeyet Mavinga Nzao pour le reportage. Monsieur le Président, Messieurs les membres du bureau. Malgré vent et marée, les sénateurs se sont honorablement acquittés de leur mission constitutionnelle au cours de cette session de septembre qui était essentiellement budgétaire. Dans son discours, le président du Sénat, Léon Kango-Wadondo, se félicite du travail abattu et se dit heureux que plusieurs autres textes importants aient été adoptés. Dans son discours de clôture de la session, Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, a affirmé que plusieurs lois ont été adoptées en rapport avec les finances. Il a profité de l'occasion pour appeler les députés à exercer en toute responsabilité leurs prérogatives. Il a déclaré au cours de son discours de clôture qu'il s'est toujours efforcé de garantir la démocratie dans des situations de tension qu'a connues cette institution. Il a conclu cependant en promettant des enquêtes sérieuses sur la participation des députés nationaux à une réunion tenue au Sénégal du 11 au 14 décembre 2015. Mise sur pied des structures subversives, obtention des moyens financiers aux fins des actions de déstabilisation. Un moment pour en débattre. D'abord, chacun de nous, en tant qu'élus, en tant que patriotes, et ensuite dans différentes réunions que nous pourrions organiser. Rendez-vous au mois de mars 2016 pour une autre session. En Angola, 15 opposants au président José Eduardo dos Santos, emprisonnés depuis mi-juin, ont été libérés. Ils ont en outre été assignés à résidence dans la foulée ce vendredi dans l'attente du verdict dans leur procès le 14 janvier. Les 17 militants arrêtés sont tous donc membres du mouvement révolutionnaire de l'Angola qui demande le départ du président dos Santos au pouvoir depuis 1979. Tous sont accusés de rébellion et tentative de coup d'État et risquent entre
entre 3 ans et 12 ans de prison. Ils nient les charges retenues contre eux, assurant être partisans d'une lutte pacifique. La communication autour de ce procès est verrouillée par le pouvoir qui autorise la présence des journalistes seulement par intermittence et qui interdit l'accès à la salle du tribunal aux observateurs internationaux. Et toujours en Angola, il faut dire que le président José Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis 36 ans, a annoncé ce vendredi son intention de légiférer sur les réseaux sociaux pour éviter de véhiculer des contenus moralement offensants. C'était dans un discours de fin d'année retransmis à la télévision. Il estime que les réseaux sociaux ne doivent pas être utilisés pour violer les droits du peuple, humilier ou calomnier ou encore véhiculer des contenus dégradants ou moralement offensants. Par conséquent, le pays doit se doter dès que possible d'une législation adéquate pour guider la société et prévenir l'émergence de telles pratiques qui sont inacceptables. L'Angola a depuis quelques mois musclé sa répression, il faut le dire, contre les opposants au pouvoir du président Dos Santos, donc au pouvoir depuis 1979, on l'a dit tantôt. Cap à présent sur l'Éthiopie où Denka Tchala, un jeune homme tué par les forces de l'ordre, accusé d'avoir violemment réprimé des manifestations déclenchées par la crainte d'expropriation forcée dans la région d'Oromia, a été donc enterré jeudi. Lesquelles manifestations ont fait 5 morts selon le gouvernement. Suivez. Dinka Tchala était un jeune enseignant de la région Oromia. Il fait partie des personnes tuées par les forces de l'ordre éthiopiennes dans des manifestations déclenchées par la crainte d'expropriation des terres dans des zones traditionnellement occupées par le peuple Oromo en raison d'un projet d'agrandissement programmé de la capitale Addis Abeba. Et c'est dans la douleur et les pleurs qu'il a été enterré jeudi par sa famille et ses proches. Merci, Salah. Mon fils Dinka était un enseignant. En chemin pour aller recharger son téléphone portable, ils l'ont suivi, lui ont tiré dessus et tué. Il est enseignant, il n'a pas jeté une pierre. Il a continué sa route et ils l'ont suivi et tué dans le champ. Mon fils a été tué dans le champ. Il est mort avant moi. Je demande au gouvernement et à la société, s'il vous plaît, que justice soit faite pour mon fils. Le gouvernement éthiopien a reconnu mardi que 5 personnes avaient été tuées dans la région Oromia, mais rejeté les accusations de l'opposition évoquant des dizaines de morts. Mais les défenseurs des droits de l'homme parlent de quelques 40 morts. En 2014, Amnesty International avait affirmé que des milliers d'Oromo étaient régulièrement l'objet d'arrestations arbitraires, de longues détentions sans inculpation, de disparitions forcées, d'actes répétés de torture et d'exécutions extrajudiciaires par le gouvernement éthiopien qui les accuse de soutenir le groupe rebelle Front de Libération Oromo. Avec près de 27 millions d'habitants, l'Oromia est la plus grande et la plus peuplée des régions éthiopiennes. C'est sur ces tristes images que nous refermons ce jour.